Donc, à partir d'ici, nous allons continuer avec les deux voies qui restent. C'est en fait deux voies motrices. On a un petit peu parlé tantôt, la voie cortico-spinale latérale et ventrale. Donc, encore une fois, il y a plusieurs voies motrices qui ne sont pas à l'étude. Il y a des voies secondaires que vous n'allez pas étudier, donc vous n'avez pas à lire là-dessus. D'ailleurs, je ne les présente même pas, donc on peut oublier ça. En fait, c'est les deux voies principales que j'ai déjà un petit peu mentionnées précédemment. Donc, vraiment la cortico-spinale latérale, qui s'occupait essentiellement de faire bouger vos membres. Hein, on a parlé un petit peu tantôt, donc les jambes, les bras, exemple. Et cortico-spinale ventrale, où là, on travaille plus dans les muscles de l'axe, donc exemple pour plier le dos, etc. Évidemment, c'est des voies motrices au niveau de la moelle épinière. Donc ici, on va vraiment partir des aires motrices du cerveau. On va descendre dans la moelle par une ou l'autre des voies, dépendamment de ce qu'on veut faire. Et éventuellement, on va sortir par les nerfs spinaux et aller contracter les muscles. Et comme je viens de le faire avec les voies sensitives, avec les faisceaux et tractus sensitifs que j'ai montrés, maintenant on va faire la même chose avec une image du livre, mais avec les faisceaux tractus, en fait, moteurs. Premièrement, il faut les localiser dans la moelle épinière. Donc, comme on a fait tantôt avec les faisceaux tractus sensitifs, mais là, vous allez comprendre pourquoi on parle de latéral et ventral. C'est toujours la même appellation. Donc, cortico-spinal latéral, ça veut dire côté. Bien, on est ici, ce qui est en rouge. Il y a toujours la version droite et gauche. Donc, si je l'ai de ce côté-ci, bien, je l'ai aussi du côté opposé. Hein? Donc, on a toujours les deux tractus, évidemment, de part et d'autre. Ensuite, on a le tractus cortico-spinal ventral. Encore une fois, il y en a deux de chaque côté de la moelle, droite et gauche. Donc, celui que je vais vous montrer ici, c'est celui-ci. Il est ventral, dans la position ventrale. On se souvient qu'on est toujours dans la substance blanche. Je vous avais déjà dit en début de capsule que la section ici de la substance blanche portait le nom de cordon ventral. Donc, c'est tout à fait normal que les faisceaux, les axones, pardon, les tractus ici, positionné à cet endroit-là. On parle de ventral, évidemment, donc cortico-spinal ventral. Maintenant, le tableau ici, je le passe vite. Je vais faire exactement comme j'ai fait avec les voies sensitives. Les détails qui sont ici, ça va, mais vous les connaissez déjà. Tant que vous connaissez les fonctions, comme je l'ai dit tantôt, contracter les membres, exemple, ou le dos, et que vous êtes capable de dessiner les différents neurones au bon endroit, ben, on est correct. Donc, il faut se souvenir à quel endroit la décussation se trouve. Ici, il y a 2 neurones moteurs. Hein? On sait que sensitif, c'est 3 neurones, mais moteur, c'est 2, supérieur, inférieur. Bon, donc on va faire le trajet ensemble. D'ailleurs, on va les dessiner à la fin de la capsule. Mais si on regarde le schéma de votre livre, le cortico-spinal latéral et ventral se ressemblent beaucoup, mais il faut faire attention parce que la décussation ne se fait pas au même endroit. Donc ça, c'est un petit peu mélangeant parfois. Il faut faire très attention. Donc, déjà, avant que je vous explique, là, le cortico-spinal ventral, c'est la voie qui est ici. Et le latéral, que j'en sac présentement, c'est la voie ici. Donc, on voit déjà que la décussation n'est pas au même endroit. Donc, je vais marquer le latéral ici pour que ça soit plus clair. Donc, dans le cercle ici. Et le ventral, si je suis le trajet ici, la décussation va se faire au niveau de la moelle. Mais sinon, ça se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay? Donc, c'est une petite nuance. Alors, dans ce cas-ci, contrairement à tantôt, je pars de l'encéphale parce que c'est une fonction motrice. Dans les aires motrices, donc il y a les aires motrices ici, des centaines de milliers de neurones qui sont dédiés à déclencher des influx nerveux pour faire contracter les 600 muscles de votre corps. Donc, évidemment, c'est une voie somatique. Hein? C'est le système nerveux somatique ici parce que c'est volontaire. Vous décidez de vous pencher, de lever la main ou peu importe. Le premier neurone, qui est le plus haut parce qu'il est très près de l'encéphale et qui va descendre dans la moelle, porte le nom de neurone supérieur. Donc, dans le cas du tractus cortico-spinal latéral, donc pour faire bouger vos bras ou vos jambes, on part comme ça de l'aire motrice, on descend. Souvenez-vous, hein, ici j'ai la moelle épinière, mais ce que je fais dans l'encadré ici, c'est le tronc cérébral. On a le mésencéphale, le pont, qui n'ont pas dessiné ici, et le bulbe, qui est la dernière partie du tronc cérébral, et ensuite j'arrive dans la moelle épinière. Hein. Donc on se souvient, là j'ai l'encéphale, le tronc qui est en dessous que je viens de faire, et ensuite, ce que je dessine qui est plus long, c'est la moelle. Donc, les deux rondelles ici, c'est vraiment à ce niveau-là que je suis, très près de l'encéphale en fait, et la dernière tranche ici, ben, c'est la moelle épinière. Donc maintenant, je reprends mon explication, je pars de l'aire motrice, je suis toujours au niveau du cortico-spinal latéral, donc
ici, je descends à travers le tronc. Et le latéral, ce qui est particulier, c'est que lui, il va tout de suite décusser au niveau du bulbe. Donc, on est vraiment dans le bulbe rachidien. Donc, c'est haut, la décussation. On se souvient, hein, la décussation, c'est qu'on change de côté. Et il n'y a pas de connexion avec un autre neurone. C'est simplement l'axone qui va traverser l'axone du même neurone moteur supérieur. Donc, le même axone, pour X raison, va dévier à partir du bulbe rachidien. Et donc, il y a décussation. Et on prolonge comme ça cet axone-là qui va venir se connecter dans la corne ventrale du côté opposé, en fait, de la moelle épinière. Et là, on a en mauve ici le deuxième neurone moteur qui va sortir. Donc, ce deuxième neurone moteur, bien sûr que le corps cellulaire est dans la corne ventrale, hein, la substance grise ici de la moelle épinière, mais l'axone, elle, va de ce neurone-là, ce deuxième neurone, donc le neurone inférieur, va sortir cet axone par la racine ventrale, comme ça, du nerf spinal, et va se prolonger dans le nerf spinal, éventuellement rameau ventral, le plexus, comme on a déjà vu dans la première partie de la séquence 5, et éventuellement, on va aller se connecter sur le muscle, par exemple le biceps de votre bras, ou le muscle de votre cuisse, hein, les quadriceps, par exemple. Et là, on fait contracter le muscle. Okay? Donc ça, c'est vraiment le trajet associé au cortico-spinal latéral, pardon. Et évidemment, des fois, à quel moment on parle de tous les faisceaux, c'était peut-être pas clair, là, mais tous les faisceaux au tractus que je vous ai présentés, gracile, cuniforme, ensensitif, ou maintenant le cortico-spinal latéral, ben, c'est toujours quand c'est les axones qui portent ce nom-là, mais quand je suis dans la moelle épinière, hein, à peu près à ce niveau ici. Donc, on peut inclure ici cette section-là, c'est pas grave, mais je suis pas dans l'encéphale, je suis pas dans le nerf spinal, puis je suis pas dans je suis pas au niveau du muscle. Donc, aussitôt que j'ai la moelle épinière, c'est ici le faisceau, là. Le faisceau tractus cortico-spinal, excuse-moi, le tractus cortico-spinal latéral, c'est aussitôt que je suis dans la moelle épinière. Donc, ici. S'il est tranché, et ici, des fois, on fait juste une rondelle, parfois on fait plusieurs rondelles de moelle épinière, mais si on dit que le faisceau cortico-spinal latéral est brisé, lésé, ben c'est parce que je suis vraiment, comme je le pointe ici, là, dans la moelle épinière. Donc, c'est l'axone ici au niveau de la moelle épinière qui est brisé. Voilà. Si je regarde maintenant, pour exemple, vous voulez vous pencher, vous bougez le dos, là, on parle du cortico-spinal ventral. Donc, je parle toujours de l'aire motrice, sauf que ça va être des neurones différents à l'intérieur de l'aire motrice du cerveau qui va déclencher l'influx nerveux. Et dans ce cas-ci, même chose, neurone moteur supérieur qui transporte comme ça l'influx nerveux. Et là, la grosse différence avec tantôt, c'est que lui descend en ligne droite, traverse le tronc, passe par le bulbe, évidemment, continue dans la moelle épinière, et la décussation va se faire seulement dans la moelle épinière. Donc, dans le cas du ventral, c'est plus bas. Et ça, c'est une nuance, mais il faut la savoir. Donc, des fois, ça vous mélange un peu, il faut faire attention. Et quand je suis plus bas ici, dans la moelle épinière, bien évidemment, là, je vais avoir décussation et je m'en vais de l'autre côté. Donc, je passe par la commissure blanche ici et je m'en viens me connecter de l'autre côté dans la corde ventrale encore une fois. Et on ressort par la racine ventrale, évidemment, du nerf spinal, comme vous le savez maintenant. La racine ventrale a toujours une fonction motrice. Bien là, vous comprenez pourquoi maintenant. C'est simplement parce que les axones moteurs comme ça, du neurone inférieur, neurone moteur inférieur en mauve, passent comme ça ici pour aller contracter le muscle aussi. Donc là, ici, ça pourrait être un autre muscle, évidemment, un muscle du dos, exemple. Et c'est tout, en fait. Et la décussation, c'est important parce que, évidemment, vous comprenez que, j'en ai parlé un petit peu en début de capsule, c'est donc plus un rappel, mais si j'ai une lésion au niveau du cerveau, puis je te dirais que, je sais pas, moi, si je te dis que le latéral est brisé, OK? Donc, en fait, l'aire motrice est abîmée, puis le neurone moteur supérieur associé au tractus cortico-spinal ventral est lésé, bien évidemment, si j'arrête l'influx nerveux ici, il ne peut pas descendre plus bas. Donc, quel côté est paralysé? Bien, ici, donc, on a toujours la même idée, hein? J'ai côté droit, côté gauche. Là, on n'a pas dessiné, mais exemple, ça sera la main droite ici. J'ai la main gauche ici. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que j'ai aussi deux autres neurones en vert ici. Je pourrais faire l'équivalent ici pour faire la même chose, le même trajet tout le long, hein, dans le côté droit et le côté gauche. Mais là, on a fait juste un des deux côtés. Donc, si c'est du côté gauche du cerveau que ça ne fonctionne pas, ben avec la décussation,
peu importe qu'elle soit dans la moelle ou dans le bulbe ou dans la moelle, pardon, c'est le côté opposé qui est affecté. Donc, c'est ce muscle-ci qui ne marche pas. Alors, ici, on paralyserait, exemple, la main droite, la jambe droite, etc. Puis, si on fait le trajet de l'autre côté, au contraire, c'est le côté droit du cerveau au niveau des aires motrices qui ne fonctionne pas. Bien, évidemment, c'est le trajet inverse. Donc, on fait un petit peu la même chose. Donc, on descend comme ça. Il y en a un qui décusse au niveau du bulbe. Il sort comme ça ici. L'autre va décusser dans la moelle, mais c'est la même chose. Et on va énerver la main ici. Donc, c'est sûr qu'on ne dessine pas les deux, parce que ça vient trop lourd sur le dessin, mais dans la vraie vie, c'est comme ça qu'on est fait. Et c'est ici que ça bloque. Donc, côté droit du cerveau, l'aire motrice qui ne fonctionne pas, mais c'est la main gauche et le bras gauche qui ne fonctionnerait pas, ou l'autre côté. Donc, c'est toujours le même impact avec la décussation, en fait. Maintenant, si je vous montre ce dessin ici, on va, vous l'avez déjà vu tantôt, mais là, vous allez peut-être le voir sur un autre angle avec tout ce que je viens de vous dire. Donc, toujours la même dame qui tient une cuillère dans sa main, qui se brûle le doigt ici en cuisinant, qui décide de retirer sa main. Donc, c'est pas un réflexe, c'est vraiment elle qui décide. Elle aurait pu supporter la chaleur et garder sa main là. Et là, maintenant, ça devient beaucoup plus clair. Évidemment, ce qui est dessiné ici, ce n'est pas tous les faisceaux tractus impliqués, ils en ont pris 2, mais l'idée, c'est qu'il y en a plusieurs dans cette situation-là. Hein? Donc, on a déjà le cuneiforme parce qu'on détecte la sensation du toucher fin avec la cuillère. On a déjà la douleur. Hein? Donc, ici, donc ça, c'est une chose. On détecte aussi la température. Donc, dans ce cas-là, ce serait le spinothalamique latéral qui serait impliqué. Il y a le moteur pour retirer la main. Ça serait donc le corticospinal latéral. Donc, voilà, hein? Donc c'est la même chose. Alors, quand vous allez revoir ce dessin-là, ben là, ça devient plus clair. Maintenant, les tranches qui étaient un petit peu bizarres, ben là, vous comprenez que c'est la moelle épinière, le cerveau. Ils n'ont pas dessiné le tronc, par exemple, donc c'est vraiment simplifié. Ça peut vous aider pour la base, mais il manque des détails ici. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est d'être capable de refaire tous les dessins pour chacun des faisceaux tractus que je viens de vous dire. Donc, dans le fond, vous devriez être capable de dessiner 6 tractus ou faisceaux, les 4 sensitifs et les 2 moteurs. Et pour faire ça, bien évidemment, vous pouvez étudier les dessins comme je viens de vous les expliquer, vous les comprenez, mais le meilleur exercice, c'est vraiment de les faire à répétition sur une feuille blanche, un peu ce que je vais faire avec vous. Donc, je vais le faire une fois à l'écran, puis après, vous allez avoir toute la matière qu'il faut. Je vais avoir presque terminé la capsule. En fait, je vais vous faire quelques questions d'exercice rapides, là, comme ça, voir si vous comprenez bien l'implication de ces trajets-là, puis après, ben, ça termine le tout. Donc, on va procéder justement à ces dessins-là. Donc, justement, ce qu'on vous dit ici, c'est d'être capable non seulement de les dessiner pour l'examen, mais aussi de connaître la fonction des différents faisceaux. Donc, je te dis qu'uniforme, tu sois capable de dire à quoi ça sert. Puis après, en te basant sur ça, ben, d'expliquer les conséquences s'il y en a un qui est brisé, qu'il y a un accident ou peu importe. Et je ne peux pas vous demander d'autre chose dans l'examen, en fait. C'est ces 3 concepts-là, ces 3 questions-là. Donc, si vous êtes capable de répondre à ces 3 questions-là, ben, pour cette partie-là, vous êtes tout à fait correct pour l'examen, évidemment. Okay. Donc, maintenant, je vous demande de dessiner dans une situation donnée le trajet complet. Okay? Donc, c'est un peu comme l'équivalent du dessin du manuel ou du tableau complet. Alors, votre premier travail, c'est de déterminer lequel des 6 vous allez dessiner. Donc, par exemple, je vous dis, je ne sais pas, moi, je prends un objet dans ma main ou je ressens une piqûre d'insecte sur la cuisse ou des choses comme ça. Okay? Donc, c'est des mises en situation. Si on parle d'une situation qui implique le gracile, donc ça prend un stimulus qui implique le toucher fin au niveau de la jambe. Exemple, un moustique qui me pique au niveau de la cuisse, exemple, de la jambe. Ben, il y a un toucher discriminatif. Hein? Je sens les pattes de l'insecte et tout. Je peux dire exactement à quel endroit de mon corps que je ressens les sensations associées à l'insecte. Donc, première des choses, il y a toujours un récepteur qui détecte le stimulus. Dans ce cas-ci, le stimulus, c'est l'insecte qui pique. Si c'est la sensation tactile associée au toucher fin, donc le récepteur, c'est un mécanorécepteur. Donc, on va partir de l'histoire comme ça. Comme c'est sensitif, je pars d'en bas et je vais monter vers l'encéphale pour l'informer. Donc, un mécanorécepteur. Donc, je fais sous forme d'un triangle là, pour qu'on comprenne. Ce mécanorécepteur va être attaché, va communiquer
aux neurones sensitifs de premier ordre, donc le premier. Comme c'est une sensation comme ça, en fait, je l'ai fait ici, mais on pourrait dire qu'on est au niveau du corps ici, hein, parce qu'on est au bas du corps. Donc, je parle de mon mécanorécepteur ici. Comme c'est une sensation comme ça de toucher fin ou discriminatif qui se fait en bas du corps, bien évidemment, c'est le faisceau gracile. Et ce neurone de premier ordre qui est attaché, bien, va s'en venir comme ça, va passer par le nerf spinal. Et là, vous avez deux choix. Donc, déjà, il faut le faire passer au bon endroit. Il va passer par la racine dorsale. Donc, généralement, on l'illustre avec un petit crochet vers l'arrière comme ça ici. Il va venir se connecter quelque part dans la moelle épinière, dans la substance blanche. Donc, ici, on se souvient que dans le ganglion spinal ici, on a le corps cellulaire du neurone sensitif qui est ici. Maintenant, à quel endroit? Ben là, si vous vous souvenez un petit peu de l'anatomie tantôt que je vous ai présenté dans la capsule, le faisceau gracile, c'est les deux éléments ici. Donc, on s'entend, exemple, ici, je suis du côté droit, ici, je suis du côté gauche. Donc, c'est vrai pour le cerveau, mais c'est vrai aussi pour la moelle épinière. Donc, ici, j'arrive, exemple, de la jambe droite qui serait touchée. Je passe comme ça ici, et le gracile, c'est celui-ci. Okay? Donc, je m'en viens comme ça ici. Si ça avait été la jambe inverse, la jambe gauche, ben, j'aurais fait la même chose ici, je serais arrivé dans celui-ci. Donc, dépendamment de la situation, droite ou gauche, on utilise le bon côté, évidemment. Ensuite, c'est toujours le même axone. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, ici, c'est la moelle épinière, mettons, au niveau lombaire, qui est plus basse. Je vais monter vers la moelle épinière qui est plus haute, cervicale, au niveau du cou. Et après, bien, il y a le fameux tronc cérébral. Hein? Donc, je vous avais dit qu'il y avait 3 sections. Le bulbe rachidien, c'est le plus important, parce que c'est là qu'il y a de la décussation parfois. Et, bon, là, on a le pont, mésencéphale, peu importe. Et ensuite, j'arrive dans le cerveau. Donc, je reprends le dessin. Une fois que je suis ici, dans la section du gracile, bien, le gracile, il continue comme ça, dans les différentes sections. Et il va rester toujours dans la région du gracile, comme ça. Okay? Donc, le faisceau gracile, c'est vraiment ça. Et on continue. On passe comme ça dans le tronc. Et, en fait, une fois que je suis au niveau du bulbe, là, il va se connecter avec un deuxième neurone sensitif de deuxième ordre. Et dans ce cas-ci, il va y avoir décussation vers l'autre côté. OK? Donc, la décussation, exemple ici, j'ai les terminaisons. Le deuxième neurone de deuxième ordre va venir se connecter, donc faire synapse avec le premier. Et tout simplement comme ça, change de côté et va progresser comme ça vers une section que je vais encercler comme ça ici à l'intérieur de mon cercle. C'est une section du cerveau qui s'appelle le thalamus. On va en reparler pas mal dans la prochaine capsule. Très important, je vous avais déjà dit qu'il redistribuait les influx nerveux. Donc, dans le thalamus, justement, pour le redistribuer au bon endroit, cet influx-là, on va le connecter avec le neurone de troisième ordre qui est ici. Et lui, il va s'en aller au bon endroit. Il va se connecter avec les interneurones de la bonne région du cerveau. On a les régions du cerveau qui ont différentes fonctions. On appelle ça des aires. Hein. On peut avoir les aires auditives, motrices, visuelles, peu importe. L'aire qui va être associée au toucher, comme ça, à détecter et analyser le toucher, c'est l'aire somesthésique. Donc, la région aussi du cerveau, même si c'est nouveau pour aujourd'hui, vous allez finir par l'apprendre, donc il faut déjà le savoir. J'en parlerai plus dans la prochaine capsule. Donc, l'aire somesthésique. Et c'est là que ton cerveau pourra analyser, oui, cette sensation-là, c'est associé à une piqûre de maringouin ou à des pattes d'insectes qui se déplacent sur ma jambe. Vous notez aussi que j'arrive dans le côté inverse. Je suis parti de la jambe droite et j'arrive dans l'aire somesthésique gauche. Évidemment, il y a une aire somesthésique droite. Pourquoi? Bien, à cause de la décussation qui s'est faite dans le bulbe ici. Maintenant, tout ce que je viens de dire, ben, c'est pas mal ça. Puis il faut être capable d'identifier les différents éléments. Donc, vous connaissez votre mécanorécepteur, votre point de départ. Vous connaissez l'arrivée, l'aire somesthésique. On passe par le thalamus, ça va. Maintenant, les noms des différents éléments, il faut être capable de se retracer. Hein? Donc, évidemment, ici, j'ai parlé de la racine dorsale. Donc, si je vous dis que la racine dorsale est brisée, il faut savoir c'est quoi. Donc, ça, vous le saviez déjà. On a parlé aujourd'hui du neurone de premier ordre. Donc, c'est le premier neurone que j'ai fait ici. Donc, il faut être capable de le nommer. Quand je vous parle du faisceau gracile, ben, je suis au niveau de la moelle épinière. Donc, le faisceau gracile, dans le fond,
c'est toute cette section-là. C'est donc, dans le fond, l'axone au niveau de la moelle épinière qui est associé au neurone de premier ordre. Si je prends le même axone puis qui est rendu ici, on va parler de racine dorsale. Donc, c'est toujours la même cellule, en fait, mais porte différents noms pour bien se localiser. Et ici, évidemment, j'ai le neurone de deuxième ordre, qui est au niveau du tronc. Dans le thalamus, on se connecte avec un neurone de troisième ordre qui va aller dans l'aire somesthésique. Donc, lui, ce serait le troisième ordre. Et si je fais maintenant le cuniforme, c'est exactement la même chose et je vais plus vite. La seule différence, c'est l'endroit que je vais passer dans la moelle épinière qui est différent. Donc, le même moustique qui nous pique sur le bras droit ou qui se déplace sur le bras droit, ben, même chose, c'est des mécanorécepteurs. Là, je vais plus vite parce que c'est redondant, c'est la même chose. Passe par la racine dorsale, évidemment. C'est ici qu'il faut faire attention. Donc, contrairement à tantôt où il y avait le gracile, ben là, ça va être juste à côté. Donc, ici, c'est le cuniforme. Et je monte comme ça dans la moelle épinière vers les sections plus hautes, toujours dans le cuniforme. Et c'est la seule différence. Le reste est identique. Et une fois dans le bulbe rachidien au niveau du tronc, j'ai le deuxième neurone de deuxième ordre qui permet la décussation. Donc, on change de côté. Je passe du côté droit au côté gauche. Thalamus. Je me connecte avec un troisième qui s'en va dans l'aire somesthésique. Là, je répète pas. Là, c'est la même chose. Le troisième ordre, c'est celui-ci. Le thalamus dans mon cercle ici, au centre du cerveau. Premier ordre. La seule mécanorécepteur et tout ça, c'est toute la même chose. Donc, on l'a écrit. La seule différence, c'est le nom du faisceau. Au lieu de gracile, mais ici, porte le nom de cuniforme. Sinon, le reste est identique. Okay? Donc, c'est pas très, très compliqué. Ils se ressemblent beaucoup. La seule affaire, il faut faire attention. La différence ici, c'est toucher fin en haut du corps ou en bas du corps pour dessiner la bonne affaire. Maintenant, si on reprend ça, mais avec les deux derniers faisceaux ou, en fait, tractus ici, hein, c'est les tractus spinothalamiques latéral et ventral. Donc, on se souvient que latéral, c'est douleur, température. Ventral, c'est le toucher grossier. Je commence avec le latéral. Donc, le latéral, la première des choses qu'il faut garder en tête, c'est douleur ou température. Ça a l'air de rien, mais ça peut changer le récepteur, en fait. Il faut faire attention. Alors, première des choses, c'est sur tout le corps. Okay? Donc, ça, c'est la première chose, sur tout le corps. Et là, en fait, si je vous dis, exemple, Stéphane, chaud, froid, pour un objet chaud ou froid, ben là, on parle d'un stimulus de température. Alors, les récepteurs impliqués ici, ce serait un thermorécepteur. Okay? Donc, ça, il faut être capable de l'associer. Donc, le récepteur porte le nom de thermorécepteur ici. Là, je marque où, parce que c'est la même voie, mais ça ne partira pas des mêmes récepteurs. Donc, si je te dis que tu as mal, tu as une piqûre, tu t'es blessé, tu t'es coupé ou peu importe, c'est de la douleur. Là, c'est un autre stimulus. La voie est exactement pareille. C'est toujours le spinothalamique latéral. C'est juste le point d'arrivée au cerveau. Ça ne sera pas les mêmes neurones. Donc, l'interprétation va être différente. On va dire, OK, tu as chaud, tu as froid. Puis les autres neurones vont dire, ben, tu as mal ou pas mal. Mais on arrive à un endroit différent et ce n'est pas les mêmes récepteurs qui vont stimuler, qui vont être stimulés. Par contre, tout le dessin par la suite, ça va être le même trajet. Donc, dans ce cas-ci, je vais le faire sous forme de X pour que ça soit plus clair. Ça, c'est un autre récepteur. Et les récepteurs à la douleur, on les appelle des nocicepteurs. Chaque fois que vous allez voir ça, c'est des récepteurs qui, une fois activés, vont générer des influx nerveux associés à la douleur. Mais peu importe, une fois que vous avez stimulé votre récepteur, on va enclencher des influx nerveux dans le neurone sensitif de premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. C'est la même chose. La seule différence, il faudra faire attention à savoir où on fait la décussation, où c'est qu'on se connecte et tout ça. Donc, je vais faire comme tantôt, je vais les dessiner maintenant. Donc, on va dessiner le neurone de premier ordre. Toujours la même chose, hein? Le neurone de premier ordre est relié à son récepteur respectif. Donc, dépendamment que ce soit une situation de température ou de douleur, ben, il faut juste changer le récepteur, mais le trajet est identique. Donc, exemple, ce serait une situation de... Je prends un objet chaud dans la main, ben, je pars comme ça. Puis là, je dis dans la main, que ce soit le pied, la main, peu importe, c'est partout sur le corps. Hein. Là, on ne distingue plus le haut ou le bas du corps comme tantôt. On passe toujours par la racine ventrale, donc il n'y a aucun changement à ce niveau-ci. Et je vous demande pardon, j'ai dit racine ventrale, c'est la racine dorsale,
comme on le voit sur le dessin. Mon dessin est correct, c'est ma bouche qui cafouille. Donc, le dessin est correct. Hein? C'est la racine dorsale. Pourquoi? Parce que je suis en fonction sensitive. Donc, tout ce que j'ai dit dans les 3-4 dernières capsules est toujours vrai. Okay? Il faut garder ça en tête. Maintenant, contrairement à gracile ou cuneiforme, qui faisait la décussation dans le bulbe rachidien, la décussation au niveau du spinothalamique latéral, aussi bien pour le cas de thermorécepteur ou nocicepteur cédululaire, se fait immédiatement, immédiatement au niveau de la moelle épinière. Donc là, je donne une situation où c'est la main droite qui touche un objet chaud, exemple, qui serait impliqué. Donc, on va passer du côté gauche ici. On sort de la racine dorsale et dans la substance grise, comme ça, on se connecte avec un deuxième neurone, un neurone de deuxième ordre, qui passe par la commissure et s'en vient dans la substance blanche comme ça. Et comme c'est le spinothalamique latéral, on va passer, il est ici, si on se souvient tantôt, on l'a montré sur le schéma d'anatomie, et on monte comme ça, de façon verticale, toujours dans cette petite section blanche, hein, de la substance blanche, et on va passer comme ça par le tronc, donc le bulbe, le pont, etc., pour arriver où? Toujours à la même place. Donc, à part de quelques exceptions qu'on verra plus tard, on arrive toujours au niveau du thalamus. Hein. La plupart des influx nerveux sensitifs passent par le thalamus, sauf quelques exceptions. Et une fois dans le thalamus, c'est toujours la connexion avec le troisième ordre, le troisième neurone, qui va aller se brancher dans l'aire, une région particulière du cerveau. Et vous allez peut-être être surpris, mais c'est toujours l'aire somesthésique. Donc, l'aire somesthésique, c'est une aire qui est très grande, en fait. C'est une grande partie du cerveau qui fait beaucoup de choses, qui analyse beaucoup de choses. Et tantôt, on a vu qu'elle était impliquée pour l'analyse du toucher fin en haut de la taille ou en bas de la taille. Puis, on analyse aussi les signaux associés à la température et la douleur. Donc, on pourrait dire, en parenthèse, que l'aire somesthésique s'occupe de l'intégration des signaux ou l'analyse des signaux, si vous préférez, associés au toucher, à la douleur, à la température. Et dans ce cas-ci, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est possible. Ben, il y a des centaines de millions de neurones. Là. Donc, il y a certains groupes de neurones qui sont dans l'aire somesthésique qui s'occupent d'analyser le toucher. Puis dans la même aire somesthésique, il y a d'autres neurones qui sont associés à la douleur, puis il y en a d'autres au niveau de la température. Donc, ils ont chacun leur spécialisation. Puis évidemment, bien, si j'avais donné une situation de douleur, on partait du nocicepteur, c'est la même chose pour vous autres, on dessine la même affaire, mais on passera à côté ici, même faisceau, pareil, les mêmes connexions, seulement qu'on arriverait peut-être juste un petit peu à côté ici dans l'aire somesthésique. Mais c'est toujours la même chose. La seule chose qui va changer, c'est le nom du récepteur. Puis, encore une fois, on parle du spinothalamique latéral. Donc, si on identifie, bien, tantôt, je vous ai dit que le premier neurone, c'est le premier ordre. Le deuxième, il serait ici. Donc, c'est le neurone de deuxième ordre. Le troisième ordre, ici. Et le traxus, spinothalamique, je vais y aller avec l'abréviation, là. Donc, spinothalamique latéral. Ben, ça serait cette section aussi dans la moelle épinière, dans la substance blanche de la moelle épinière, comme ça. OK? Et voilà, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué. Si on parle du spinothalamique ventral, c'est presque la même chose aussi, sauf que la fonction est différente. Donc, dans ce cas-ci, si vous vous souvenez, on parle du toucher grossier, hein, une première interprétation associée au sens du toucher. Donc, dans ce cas-ci, il faut faire attention parce qu'évidemment, si je vous posais la question, quel récepteur va être impliqué? Bien là, on ne peut pas dire thermorécepteur parce que ce n'est pas de la température, ce n'est pas de la douleur, ce n'est pas des nocicepteurs, c'est du toucher grossier. Donc, mon stimulus, je parle de toucher grossier, c'est donc un mécanorécepteur. Et ici, contrairement au toucher de tantôt, qu'on distinguait le bas de la taille, etc., bien ici, c'est partout sur le corps. Donc, le spinothalamique ventral est toujours associé aux récepteurs, aux mécanorécepteurs, en fait, qui sont situés un peu partout dans le corps. Okay? Donc, on ne distingue plus. Puis, évidemment, le récepteur, c'est un mécanorécepteur. Donc, à chaque fois que c'est le toucher, qu'il soit fin ou grossier, c'est toujours un mécanorécepteur qui est impliqué.
Même chose, on va un peu plus vite, hein, c'est toujours la même histoire. Donc, on passe par la racine dorsale. Encore une fois, la décussation se fait au même endroit. On se connecte avec le deuxième neurone, passe de l'autre côté. Mais ici, il y a une première différence. Une deuxième, pardon. Donc, la première, c'est pas le même récepteur par rapport à tantôt. Donc, c'est des mécanorécepteurs. Et au lieu d'aller se connecter sur le latéral, ben là, on va se connecter sur le ventral. Donc, mon trait est un petit peu long. J'ai de la misère à le rejoindre. Le deuxième neurone, comme ça, va se connecter comme ça au ventral et va continuer. Là, on dirait que je passe en substance grise, c'est faux, c'est parce que l'effet de 3D, je ne suis pas capable de le faire. On reste dans la substance blanche, ici à ce niveau-là, position ventrale, et on monte comme ça tout au long, jusqu'au tronc, jusqu'au thalamus. Et là, je pourrais me connecter avec le troisième neurone, donc le neurone de troisième ordre, toujours dans l'aire semesthésique. C'est toujours la même aire qui est impliquée pour le toucher, qu'il soit grossi ou fin. Et c'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes capable de dessiner maintenant les 4 faisceaux tractus sensitifs. Si je termine avec les 2 corticospinales, donc ça va être la même chose. La seule affaire, il faut faire attention parce que là, on va partir du haut. Et avant que je parle des tractus moteurs, bien évidemment, on dessine toujours du côté droit et on décusse, on s'en va vers du côté gauche. Mais j'ai réalisé avec le temps qu'il y a toujours quelques étudiants dans la classe qui pensent qu'on a juste un côté. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pour simplifier le dessin, mais j'aurais pu faire la situation inverse. Là, ici, je pars, par exemple, du toucher grossier du côté droit, je finis dans la somesthésique gauche, mais si je fais la jambe ici, gauche, mais là, le dessin, hein, on pourrait vous demander de dessiner les 2 côtés, mais là, vous ferez la même chose. Là, je vais vite, là, mais ça va m'affaire, hein. Racine dorsale, on vient de l'autre côté avec l'autre, on monte, on monte, on vient dans le thalamus, et le troisième, ça vient de l'autre côté, donc un autre aire semesthésique ici. Et on est toujours il y a toujours cette dualité-là, hein, droite-gauche tout le temps. Donc ça reflète, c'est moins beau, c'est plus difficile à voir, mais ça reflète toujours la réalité. On pourrait faire ça pour tous les tractus et faisceaux, évidemment. Donc, vous portez attention dans les questions. Si c'est le droit ou le gauche qui brise, ben, il faut faire attention à ça. Finalement, je termine avec ici, donc les voies motrices. Je pars avec les latérales. Donc, exemple, vous voulez courir, bouger les bras, les jambes, peu importe. Vous décidez de courir. Donc, comme je viens de le dire, on part de l'aire motrice. Exemple, si je veux, mettons, bouger le bras droit, okay? Donc les muscles, ça c'est mon point d'arrivée, le muscle du bras droit. Mettons le bicep. OK, donc là, je vais partir de l'aire motrice, parce que c'est les aires motrices du cerveau qui contrôlent vos mouvements, qui contrôlent la contraction de vos muscles. Mais je parle du sens inverse. Donc, si j'arrive au bras droit, comme il y a une décussation quelque part, bien, je pars de l'aire motrice gauche. Puis évidemment, on a de l'autre côté une aire motrice droite pour faire bouger le bras gauche. Donc, dans ce cas-ci, il y a juste 2 neurones, vous le savez, le neurone moteur supérieur et inférieur. Donc, je dessine le premier, je pars du neurone moteur supérieur à partir de l'aire motrice. Je descends comme ça ici, descends par le tronc. Et si vous vous souvenez du dessin que j'ai montré il y a quelques instants, ce premier neurone-là, il va décusser déjà quand je vais arriver dans le bulbe. Il ne se connecte pas avec un autre neurone, mais l'axone va dévier comme ça de l'autre côté. Donc, ça, il faut bien le voir, la décussation se fait ici. C'était plus clair tantôt sur les dessins sensitifs parce qu'on se connectait avec un deuxième neurone puis on voyait vraiment changer de côté. Mais dans tous les dessins que je vous demande de faire, il faut être capable de montrer clairement une décussation. Je m'en viens comme ça ici. Je descends toujours dans la substance blanche. Et quand je vais arriver au niveau, là, c'est marqué le niveau lombaire, mais mon exemple est sur le bras, donc on serait plus au niveau thoracique, mais c'est pas grave, peu importe. On descend à peu près, on serait dans la position centrale ici de la moelle. Donc, je vais descendre comme ça et je vais me connecter avec mon deuxième neurone, donc le neurone moteur inférieur, dans la partie ventrale de la substance grise, comme ça ici. Et lui, il descend par la racine ventrale. On sait maintenant que la racine ventrale a une fonction motrice et vient se connecter sur le muscle du bras droit. Et c'est donc le circuit nerveux pour faire bouger votre bras droit. On pourrait faire l'inverse, évidemment, pour le côté gauche, comme ça. Si on parle d'appellation, ben ici, ce serait le corticospinal latéral. C'est donc un prolongement de l'axone au niveau de la moelle épinière associé au neurone moteur supérieur.
Et rendu à partir de la racine ventrale ici, nerf spinal et le reste, on parle du neurone moteur inférieur. Okay? Et pas plus compliqué que ça. Si vous penchez pour ramasser un objet par terre, ben là, ça va être le corticospinal ventral. Donc, on part encore une fois des aires motrices. Exemple, l'aire motrice gauche ici. Toujours la même chose. La seule affaire, c'est que la décussation ne se fait pas au même endroit. Donc, on passe comme ça. Ah oui, en passant, des fois, vous me demandez, est-ce qu'en moteur, on passe par le thalamus? Non. Donc, j'ai mal dessiné un peu ici. C'est ma main qui tremble, là, mais on passe à côté dans d'autres sections qu'on verra surtout quand on sera dans la partie 4. La séquence 5, ou quand on fera la dissection de l'encéphale, je vous en reparlerai. Ouais, thalamus, c'est sensitif. Donc, moteur, on passe à côté dans d'autres régions qu'on verra plus tard. Pour l'instant, je reviens à mon histoire. Donc, neurone moteur supérieur. Je suis dans le corticospinal ventral. Donc, exemple, faites plier votre dos. Je m'en viens comme ça. Il reste toujours du même côté, lui. Si je suis parti de l'aire motrice gauche, je reste toujours du côté gauche. Pas de problème. Donc, ici, je suis encore dans le niveau gauche de la moelle, tandis que tantôt, on avait décussé, j'étais rendu dans le côté droit de la moelle. Okay? Donc, c'est pour ça que le fait qu'on fait une décussation qui est élevée, je vous avais déjà dit ça, mais je ne suis pas sûr que tout le monde l'avait visualisé, ça change. Hein? Parce que si la décussation est élevée, puis j'ai une lésion ici dans la moelle, bien, c'est le côté droit ici de la moelle qui est affecté. OK, parfait. Si j'affecte le côté droit ici, bien, je n'ai pas de problème sur cette voie-là parce qu'elle n'a pas décussé encore. Par contre, elle va décusser dans la moelle épinière ici. Je fais une deuxième connexion comme ça. Neurone deuxième ordre, pas deuxième ordre, pardon, neurone moteur inférieur. Et on passe de l'autre côté comme ça ici, par la racine ventrale. Et on sort contracter un muscle du dos, exemple. Okay, donc c'est exactement la même chose. L'autre chose qui revient tout le temps, souvent, là, vous mettez des récepteurs là-dessus ou vous me demandez sont où les récepteurs. Il n'y en a pas. Les récepteurs, c'est pour le sensitif. Capter les stimuli. Ici, c'est pas ça l'idée. Ici, c'est de bouger. Donc, pas besoin de récepteurs. Le cerveau part l'histoire. Les récepteurs partent l'histoire quand on détecte un stimulus. Mais là, c'est le cerveau qui décide par ses aires motrices de bouger ou non. Donc, pas besoin de récepteurs ici, évidemment. Maintenant que vous êtes à l'aise à faire ces dessins-là, vous allez être correct pour répondre aux questions. Donc, comprendre leur fonction, les dessiner, puis voir comment tout ça s'imbrique. Parfait. Puis ensuite, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'être capable d'appliquer ça. Donc, si vous êtes capable de répondre aux 2-3 petites questions que je vous demande, bien là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour bien vous débrouiller à l'examen. Maintenant, si je donne un exemple, okay? Peu importe les exemples que je donne ou que vous avez des questions d'examen, moi, je suggère toujours aux étudiants de faire des petits dessins vite. Des fois, ça n'a pas besoin d'être aussi détaillé que je viens de faire. C'est sûr que je le fais détaillé parce que vous devez savoir tout ça puis bien distinguer les dessins de vos différents faisceaux tractus. Mais souvent, un petit dessin en 2 secondes tout croche, petit bonhomme à limite, très rapide comme je vais faire, qui ne montre peut-être pas exactement où ça se connecte correctement dans toutes les parties de la moelle. C'est pas tant grave, mais ça vous aide à visualiser et à répondre aux questions. Et avant de vous poser des questions, je vais vous rajouter un détail qu'on va voir dans la prochaine capsule. En fait, un peu plus tard dans la session, mais je vais déjà vous l'introduire parce que c'est intéressant et ça va nous permettre de distinguer tout ce qu'on vient de faire. OK, donc, j'ai le cerveau ici. J'ai, exemple, je vais faire une petite ligne ici pour déterminer le tronc. OK, donc ici, c'est le tronc. Et on va dire que la partie du bas ici, ça serait le bulbe. OK, donc je la fais en pointillé ici. Donc, parfois, il pourrait y avoir de la décussation ici. Côté droit ici, côté gauche ici, bien sûr. Et toujours la même chose, je vais avoir, exemple, un membre ici, un bras, une jambe, puis je vais avoir le nerf spinal éventuellement. Puis j'ai évidemment un bras droit, un bras gauche, puis ça serait vrai pour une jambe droite, une jambe gauche, peu importe, un membre. Ce qui est nouveau, puis je vais vous faire comprendre, exemple, c'était une jambe ou un bras, vous pouvez avoir des réflexes. Et les réflexes, ça, vous ne savez pas trop c'est quoi, j'en reparlerai plus en détail, mais disons que vous allez me croire sur parole aujourd'hui. Je fais, exemple, s'il y a un récepteur ici, on va dire que c'est une jambe, vous avez un récepteur, je ne sais pas, sur le pied, sous les pieds, un mécanorécepteur, un nocicepteur à la douleur et tout ça. Donc, c'est toujours le même trajet, nerf spinal, toujours une racine dorsale, une racine ventrale que je symbolise par des petits crochets comme ça. Donc, racine dorsale en haut pour la sensitive, fonction sensitive, racine ventrale en bas, nerf spinal ici. Si vous décidez de lever la jambe,
Je vous dis, levez la jambe, puis vous m'écoutez, vous la levez, ou vous décidez de courir, vous partez comme on vient de le faire, de l'aire motrice ici, exemple gauche, cortico-spinal latéral, décussation dans le bulbe, change de côté, deuxième neurone, racine ventrale, je m'en viens, on bouge. Si c'est un réflexe, la grosse différence, okay, là, il y a une capacité sensitive. Exemple, vous plantez un clou dans le pied, ça fait très mal, vous avez un réflexe de retrait, vous levez la jambe tout seul. Vous mettez la main sur le feu, ça brûle, même si vous voulez la laisser là, vous n'êtes pas capable, c'est un réflexe de retrait, la main lève tout seul. C'est quoi la différence? C'est qu'à partir du récepteur, de la température, de la douleur, peu importe, on prend le même circuit, donc c'est sensitif, part du récepteur, sensitif, racine dorsale, mais au lieu de monter vers le cerveau avec les 3 neurones, là, hein, le premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, informé, on triche, on court-circuite le cerveau, et la racine dorsale, le neurone qui est dedans, est relié directement à un neurone moteur. Donc, on fait une boucle comme ça. Et ce que ça fait, c'est que le réflexe permet de revenir immédiatement, de ressortir et de faire contracter le muscle, comme ça, automatiquement. J'ai pas besoin de cerveau, c'est la moelle épinière qui décide de faire le réflexe. Et dans ce cas-ci, ben, le membre bouge tout seul. Exemple, le réflexe patellaire que le médecin fait à son patient pour justement estimer s'il y a une atteinte au nerf spinal ou à la moelle épinière, mais c'est exactement ça. C'est que je donne un petit coup de marteau sur le genou, le contact du genou est détecté par certains récepteurs, l'influx nerveux est généré, racine dorsale, au lieu d'aller informer le cerveau, on stimule le neurone moteur immédiatement, on repasse par la racine ventrale et on vient contracter. Donc, autrement dit, si je passe du membre à la moelle et je ressors immédiatement, c'est un réflexe, le cerveau n'est pas impliqué, ça c'est bien important de le saisir, et si le cerveau est impliqué, ben là, je prends mon neurone moteur qui descend dans la moelle, descend ici, et là, on décide de bouger ou pas. Et ça a l'air de rien, mais cette phrase-là va vous expliquer pourquoi que des gens, suite à un accident d'auto, perdent la sensation, sont paralysés, pas paralysés, mais pas de réflexe, paralysés avec réflexe, plein de choses comme ça. Okay? Et c'est cette logique-là que vous distinguiez. Donc, exemple, je vous dis que le patient, quand j'ai dessiné présentement ici, lui, il y a une atteinte au niveau de la racine ventrale. Ce nerf spinal qui s'occupe de contracter la jambe droite, cette racine ventrale ne fonctionne pas. Et là, je vous demande, êtes-vous capable de me dire s'il y a encore des sensations? Est-ce qu'il est paralysé? Est-ce qu'il peut faire des mouvements volontaires ou pas? Donc, tout ça, vous devez être capable de le déduire. Et si vous avez bien compris les dessins et vous êtes capable de les faire, vous êtes capable de répondre à ça. Peut-être pas tout de suite, il va falloir vous étudier un peu, mais vous devriez être capable. C'est là que je vais vous amener. Donc, exemple, la racine ventrale est brisée. Première question, je vous demande, est-ce qu'il y a encore des sensations associées à la douleur, au toucher fin? Est-ce qu'il peut? Mais là, si vous vous souvenez du dessin, je ne le refais pas tranquille, mais mettons, je suis au niveau de la jambe, je vous disais. Donc, si je touche la jambe, exemple avec un crayon, vous touchez la jambe de votre patient et vous voulez l'évaluer. Okay? Juste pour savoir qu'est-ce qui est touché. Avec 3 questions, vous êtes capable de savoir exactement qu'est-ce qui est touché. Et vous n'avez pas besoin du médecin, vous n'avez pas besoin d'analyse poussée. En tout cas, vous avez une première idée, ça sera à confirmer, mais ça vous donne une bonne idée. Regardez bien. Vous demandez à votre patient, Monsieur X, est-ce que vous sentez mon crayon sur la jambe? Là, il va vous dire oui, parce que quoi? Ben, mécanorécepteur, je m'en viens ici. La racine dorsale n'est pas touchée, je passe comme ça. Ensuite, on a vu quoi? Ben, le deuxième neurone qui montrait ici. Là, je serais à la jambe, donc ça serait le gracile. Décussation dans le bulbe, je m'en viens dans l'aire somesthésique. Bien sûr qu'il va sentir. Là, vous lui dites, Monsieur Bergeron, maintenant c'est moi ton patient, marchez avec moi. Est-ce que je serais capable de marcher? Donc, la sensation, c'est oui. Il sent. Tu touches la jambe avec ton crayon, il le sent. Donc, on sait que ça fonctionne. Maintenant, marcher, est-ce qu'il serait capable de marcher? Moi, je dis non. Pourquoi? Ben, je pars de l'aire motrice qui est ici, je descends dans la moelle. Comme c'est le cortico-spinal latéral, je dévie, hein, je fais la décussation, parfait, je m'en viens ici. Oups, je suis bloqué à la racine ventrale, je ne me rends pas au membre, donc une paralysie. Et si je vous demande, c'est parfait, je vais tester votre réflexe. Est-ce que le réflexe fonctionne? Il donne un petit coup de marteau sur le genou, il va le détecter, sensitif, ça marche, parfait, oups, je bloque ici. Non. Donc, ce patient-là, lui, on sait que oui, il y a des sensations, mais il est paralysé de la jambe ou des 2 jambes, si c'est les 2 côtés qui sont touchés, puis il n'y a pas de réflexe. OK? Maintenant, je vais partir à l'envers. Ça, c'était pour vous expliquer. Je vais vous donner un certain nombre de symptômes, puis vous allez déduire qu'est-ce qui pourrait être touché. OK? Donc, exemple, si je vous dis ici,
Pas de sensation. Donc, il ne sent pas le toucher. Son membre. Pas de, les réflexes, c'est correct. Puis, il n'est pas paralysé. C'est pas très compliqué, celui-là. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est le nerf spinal au complet qui est brisé? Est-ce que c'est la moelle épinière au complet qui est brisée? Est-ce que c'est le cerveau, les aires motrices ou somesthésiques qui ne fonctionnent pas? Ou c'est juste une des deux racines? Donc, dans ce cas-ci, une réponse possible, s'il n'est pas paralysé, puis les réflexes fonctionnent, on est déjà sûr de deux choses. Premièrement, si le réflexe fonctionne, en fait, j'ai dit qu'il fonctionne, il ne fonctionne pas, en fait, je me suis trompé. S'il n'est pas paralysé, donc je pars du neurone moteur ici, je m'en viens comme ça, décusse, je ressors par la droite, c'est un dessin très simple, hein, je vous l'ai dit, c'est pas besoin d'être détaillé, c'est juste pour comprendre vite. Ça fait qu'à l'examen, ça se dessine vite. Puis là, tu descends comme ça ici, tu passes par la ventrale, m'en viens comme ça ici, donc c'est beau. Donc, M. Bergeron, êtes-vous capable de marcher? Bien sûr que oui. Je décide de marcher, je t'écoute, ça va. Par contre, quand tu fais les réflexes, ça ne marche pas. Et ça, c'est bizarre pour toi. Tu dis, attends un peu. Il est capable de marcher, puis quand je teste son réflexe, les muscles ne bougent pas. Pourquoi? Comment expliquer ça? Puis en plus, il ne sent pas mon crayon. Donc, ce cas-ci, c'est probablement la racine dorsale qui est brisée. Donc, si je ne sens pas ton crayon sur ma jambe, c'est parce que l'influx nerveux ici, j'arrive comme ça du mécanorécepteur, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas monter et informer le cerveau. Et si le réflexe ne fonctionne pas, c'est la même chose. C'est que je donne un coup de marteau, mais l'information ne se rend pas à la racine ventrale. Donc, on bloque. Mais la racine ventrale est intacte. C'est pour ça que là, ici, contrairement au premier cas, cette personne-là est capable de marcher parce que quand elle décide de marcher, la racine ventrale est intacte. Le problème ici est sur la racine dorsale sensitive. Par ses sensations, et la sensation, suite au coup de marteau pour tester le réflexe, n'est pas acheminée au bon endroit. Donc, ça explique qu'il n'y a pas de réflexe sans rien, mais qui peut bouger. Maintenant, si je fais une question un petit peu différente, suite à un accident, ton patient, encore une fois, là, je te dis qu'il y a une lésion à la moelle épinière. Là, la pire lésion, c'est qu'on tranche tout. Hein? Je fais une lésion comme ça. Là, ça va mal parce que tous les faisceaux trapezius sont bougés, sont affectés. Mais si je vous dis, exemple, que c'est simplement le corticospinal qui est brisé. Je vais être plus précis, en fait, là. C'est le ventral latéral, je vais être plus clair. Donc, le corticospinal latéral qui est touché. Et on va dire que c'est le corticospinal latéral droit pour que ce soit encore plus clair. Et là, je demande, ce patient-là, est-ce que tu t'attends, si tu vas sur le dossier, OK, lésion corticospinale latérale à tel niveau, là, peu importe, là, ça peut être au niveau lombaire, peu importe. Est-ce que tu t'attends qu'il marche? Est-ce que tu t'attends, donc, qu'il marche ou qu'il est paralysé? Est-ce que tu t'attends qu'il y ait des réflexes et qu'il y ait des sensations? Pour répondre à ça, la façon facile, c'est de dessiner ton trajet. Donc, mettons qu'il sera en santé, je pars toujours de la même chose. Donc, je pars du neurone ici dans la motrice gauche. Je m'en viens ici, je change de côté, descends comme ça. Éventuellement, je me connecte avec le deuxième neurone, passe par la racine ventrale et je m'en viens ici. OK? Donc, vraiment, c'est comme ça ici. Et je continue dans le nerf spinal et je bouge le membre. Maintenant, je te dis que c'est ici que c'est brisé, dans le corticospinal latéral. Donc, il faut que tu te souviennes que c'est dans la moelle épinière. Alors, est-ce qu'il est paralysé ou il marche? Si tu décides de marcher, je pars d'en haut, je descends, puis je suis bloqué ici. Il ne pourra jamais se rendre dans la racine ventrale. Donc, dans ce cas-ci, cette personne-là est paralysée, est en chaise roulante. Est-ce qu'il y a des réflexes? Là, la plupart des gens, sans réfléchir, vont me dire oui. Il faut réfléchir, il ne faut pas être trop vite. La plupart des gens vont me dire non. Pourquoi vous me dites ça? Là, il est paralysé, il ne peut pas avoir de réflexes. Et pourtant, moi, je vous dis que cette personne-là a des réflexes. Il y a des gens qui sont paralysés qui n'auront pas de réflexes. On l'a vu tantôt, c'est la racine ventrale qui était touchée. Mais regardez, si ce n'est pas la racine ventrale et que c'est la moelle épinière qui est plus haute que le nerf ici, la lésion est plus haute, exemple ici, il peut avoir des réflexes. Alors, il faut faire très attention. Et ça devient intéressant, cette question-là, parce que ça vous montre déjà
que c'est soit la moelle épinière, soit le nerf spinal qui est touché pour sa racine ventrale. Juste avec une question, juste un petit test. Donc, ton patient qui est paralysé, tu prends un petit marteau, tu lui testes le genou, tu frappes sur le genou, le réflexe patellaire fonctionne. Mais regarde bien, ça s'explique. Parce que le coup de marteau qui est ici, mécanorécepteur, je m'en viens comme ça, passe par la racine dorsale, donc on ressent le coup de marteau. Mais je l'ai dit tantôt, on court-circuite l'histoire. Donc, immédiatement après, on repasse par la racine ventrale et on ressort. Ton nerf spinal est intact, les deux racines sont intactes. Donc, même si tu as une lésion à ce niveau-ci, dans la moelle épinière au niveau du cortico-spinal latéral, oui, ça bloque les influx en provenance de l'aire motrice du cerveau. Donc, tu es paralysé, tu ne peux pas bouger, mais la jambe lève tout seul. Et ça vous surprend toujours parce que tu t'attends à ce que la jambe bouge pas si tu fais le réflexe. C'est tout l'intérêt de faire ce genre de petits tests ou de poser ces petites questions. Et est-ce qu'il y a encore des sensations, cette personne-là? Mais moi, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que si je le touche au niveau du bras ou de la jambe, on s'en vient comme ça, racine dorsale, et on passe par la moelle épinière, mais je disais tantôt que c'était juste le cortico-spinal qui était touché. Si je vous avais dit qu'en plus du cortico-spinal, il y a le cuniforme puis le gracile qui est brisé, bien là, il perdrait sensation et touché. Ça arrive souvent si la lésion est très forte, puis il y a 3-4 vertèbres qui écrasent la moelle épinière, puis qui brisent, puis tout ça, bon, on peut avoir plusieurs faisceaux touchés. Parfois, on a juste un. Bon, ça va dépendre. Mais si, dans mon exemple, c'est juste un des tractus qui est touché, donc le cortico-spinal latéral ne marche pas, puis les autres fonctionnent, ils devraient sentir les sensations. Puis un dernier cas de figure, si je brise complètement le nerf spinal ici, qu'est-ce que ça ferait? Donc, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il est paralysé? Est-ce qu'il sent? Bien, on refait les dessins. Là, les faisceaux, les tractus dans la moelle épinière, ils fonctionnent tous correctement. Si je te parle de sensations, donc, exemple, gracile, cuniforme, toucher fin et tout, douleur, température avec le spinothalamique latéral, tout fonctionne. Sauf que je ne peux pas me rendre à la moelle épinière. Le nerf spinal est complètement brisé. Donc, c'est sûr que même si le cerveau fonctionne, même si la moelle fonctionne, je ne pourrai jamais acheminer l'information. Si je fais un coup de marteau pour le réflexe, on va bloquer ici, donc je ne pourrai pas revenir. Je ne me rends même pas à la moelle, donc il n'y aura pas de réflexe. Il perd les sensations, cette personne-là. Il perd ses réflexes. Puis je te dis, est-ce que tu peux marcher? Non, il ne peut pas marcher parce que je pars de l'aire motrice, je m'en viens comme ça ici, puis hop, ça bloque. Et en bloquant comme ça ici, je ne peux pas aller plus loin, donc il est paralysé également. Donc, pas de réflexe, paralysé, pas de sensation. Et ce que j'essaie de vous montrer, en fait, c'est que selon le type de lésion et de l'endroit qu'on est impliqué, ça change complètement les symptômes. Et bien sûr qu'il y a toujours des gens qui vont dire « je vais toutes les apprendre par cœur. Je ne veux pas que tu fasses ça pour 3 raisons. 2 raisons, en fait. Premièrement, tu risques de te mélanger à l'examen sous le stress, puis tu n'as pas le temps de terminer l'examen. Mais surtout, quand tu vas travailler, tu t'en souviendras pas de ça. Par contre, si tu es capable de te faire un petit bonhomme laid, comme je fais tout le temps, puis tu te dessines ça vite, tu peux le visualiser rapidement. Il y en a qui vont le visualiser dans leur tête, tant mieux, mais je dirais que c'est la minorité. La plupart, ça vaut la peine, surtout si tu es stressé, puis tu n'as pas trop de temps, là, puis tu es au poste, au travail, puis tu fais ça vite sur le coin de la table. Tu peux tout de suite voir, c'est rapide, c'est juste de la logique, c'est des trajets. Et la beauté de tout ça, c'est que vous savez, je ne peux pas vous demander beaucoup de choses, là. J'ai fait à peu près tous les cas de figure, il m'en manquerait un. C'est toujours les mêmes endroits. Donc, une fois que tu es capable de dessiner tes tractus et tes faisceaux, c'est soit le nerf spinal qui peut briser. Ça, c'est mon premier endroit. Une des 2 racines, comme on a fait tantôt, c'est soit la moelle épinière avec les différents faisceaux tractus. On te dit, c'est le cuniforme qui est brisé, ben, c'est le toucher fin en haut de la taille. Spinothalamique latéral, ben, c'est la douleur, température que tu ne pourras pas prendre, exemple. Les corticospinaux pour bouger, comme on a vu tantôt. Le seul endroit qui me reste, c'est le cerveau. Donc, les lésions, c'est au cerveau, dans les faisceaux tractus dans la moelle, ou le nerf spinal avec ses 2 racines. Il n'y a pas d'autres endroits où ça peut briser. C'est différents points d'entrée. Donc, même si c'est compliqué, et je le dis souvent en classe, c'est compliqué pour vous, c'est parce que c'est dur d'imaginer ça. Il n'y a pas beaucoup de matière, mais c'est dur à visualiser les faisceaux et les tractus. Mais avec un dessin, une petite compréhension relativement sommaire, on se débrouille. Et surtout que tu as l'impression toujours qu'il y a 40 000 choses, mais il y en a juste 4 en fait. C'est ces 4 endroits-là qui peuvent briser. Quand je dis 4, là, c'est les racines, le 4e, dorsale ou ventrale.
Et on va le faire maintenant. Le cerveau, j'en ai pas parlé, mais si je le fais maintenant, vous savez tout. Si je te dis, ben évidemment, là, il y a deux choses pour l'instant au cerveau. Il y a les aires somesthésiques associées au toucher, à la douleur, température. Donc, si l'aire somesthésique suite à une hémorragie cérébrale, exemple, fonctionne pas, ben c'est toucher, douleur, température que tu peux plus détecter. Par contre, au point de vue moteur, ça irait très bien parce que le reste est intact. Puis si je te dis que l'aire motrice ici ne fonctionne pas, alors, est-ce que tes sensations, les sens du toucher, tout ça sont affectés? Ben non, ils fonctionnent bien, donc tout ça c'est correct. Est-ce que tu peux marcher? Non, t'es paralysé en fait. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Même si ton faisceau tes deux faisceaux cortico-spinaux latérales fonctionnent, je veux bien croire qu'il y a les deux neurones et tout ça, mais si ici je te dis que l'aire motrice ne marche pas, je peux même pas partir le premier flux nerveux. Fait que quand même bien que la moelle et le nerf spinal étaient intacts, on ne crée même pas le premier flux nerveux. Fait que c'est sûr que tu es paralysé. Suite à un AVC, vous allez voir ça parfois. Hein, vous savez c'est quoi un AVC, hein, accident cérébrovasculaire. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, des fois, il y a un petit vaisseau sanguin qui va bloquer. Le sang n'arrive plus aux neurones. Il y a une région du cerveau qui est mal irriguée. Les neurones meurent. Et si ça arrive dans l'aire visuelle, ben, vous êtes aveugle. Si ça arrive ailleurs, ben, vous avez les conséquences des différentes aires, en fait. Et si ça se passe au niveau de l'aire motrice, vous pouvez rester paralysé, justement pour la raison que je viens de mentionner. Donc, dans ce cas-ci, si la motrice ne fonctionne pas, on ne fait pas d'influx nerveux. Donc, même si le reste est bien beau, ça ne marche pas. Par contre, mon aire motrice ne fonctionne pas suite à une hémorragie cérébrale, exemple, ou un AVC, une tumeur, peu importe. Est-ce que je peux avoir des réflexes? J'ai toujours bien la perception des sens. Je suis en chaise roulante, OK, on s'entend là-dessus. Mais si vous testez mon réflexe, exemple, au niveau de la jambe, est-ce qu'il fonctionne? Moi, je dis que oui. Pourquoi? Parce que la nerf spinale et la moelle est intacte. Donc, le signal s'en vient comme ça ici, passe dans la moelle, racine dorsale, on ressort par la racine ventrale et on revient. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du réflexe. C'est vraiment au niveau volontaire que ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc, si vous êtes à l'aise avec ce genre de petite réflexion-là, c'est le plus loin que je peux pousser. Hein? Donc, évidemment, je ne peux pas. Puis, c'est important, ce genre de réflexion-là. Vous êtes en soins infirmiers. Je trouve que c'est important d'être capable d'associer une lésion comme ça courante, suite à un accident, une maladie que je viens de nommer, exemple, et être capable de détecter, de déterminer si votre patient a des sensations, s'il est paralysé ou s'il y a des réflexes ou non. Répondez aux 3 questions, vous êtes correct. Et pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez travailler dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ce que je viens de dire. Et si vous savez déjà à la base à quoi vous vous entendez, exemple, tu me dis, mon patient devrait avoir des sensations puis être paralysé. Puis c'est pas ça. Mais là, ça veut dire qu'il s'est passé autre chose. Il y a peut-être un problème plus complexe. Il y a peut-être des lésions multiples. Moi, c'est toujours comme s'il y avait juste une seule lésion. Dans mon cours, ça va toujours être simple comme ça. C'est soit le nerf spinal ou la moelle, etc. Mais ça se peut-tu que les 3-4 nerfs spinaux sont brisés, puis que la moelle épinière est brisée, un gros accident, mais oui, puis un choc à la tête. Donc, ça peut être plus complexe que ce que je veux bien dire, évidemment. Et le dernier petit élément que je veux clarifier avant de vous laisser, c'est vous ne réalisez pas, des fois, vous ne faites pas le lien avec la hauteur de la moelle épinière, ce qu'on a vu il y a un bout de temps, là, au début de la capsule. Et évidemment, il faut toujours, tu sais, quand je vous faisais apprendre cervical, thoracique, lombaire, etc., c'est pas pour rien, hein? Puis avec les chiffres, puis je vous avais dit un concept important, puis qui va prendre son importance aujourd'hui. Je vous disais que généralement, la portion haute de la moelle épinière s'occupe des membres hauts, puis plus qu'on est bas, plus qu'on va s'occuper des membres inférieurs. Et là, je vais y aller avec 2 exemples. Là, je l'ai fait pas mal haut, mais 2 exemples simples, là, mais la logique est toujours la même. Mettons un bras ici, puis une jambe ici. OK? Donc, on va l'écrire parce que c'est tellement pas clair. Ça, c'est un bras et une jambe. OK. Donc, maintenant, si je vous dis, exemple, qu'une lésion, puis je l'ai déjà dit, là, que tu saches que 7, 8 ou, je sais pas, ou 6 nerfs cervicaux, c'est pas important pour moi, mais je veux que tu sois capable de les situer à peu près. Alors, si je te dis, exemple, qu'il y a une lésion grave au niveau du lombaire 5, et c'est le corticospinal qui est touché, le droit et le gauche.
le corticospinal latéral, je devrais dire, pour que ça soit plus clair, droite et gauche. Et là, je vous demande, est-ce que le bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche sont paralysés? Donc, on a vu tantôt que les corticospinaux, quand ils descendent comme ça, mais si je le bloque là, il ne se rendra pas aux membres. Donc, on sait qu'ils sont paralysés. Le corticospinal s'occupe de tous tes membres. Ça dépend de la hauteur. Donc, le corticospinal, l'exemple, qui s'occupe du bras droit de la jambe gauche, mettons qu'il part comme ça, il va décusser, mais il va sortir ici au niveau thoracique, exemple cervical, certains cervicaux, certains thoraciques. Donc, il descend toujours, mais à chaque hauteur, on ne vous le montre jamais dans le livre, mais il va descendre comme ça. C'est tout le corticospinal qui va aller innerver les différents membres. Mais là, ce que je veux que tu retiennes, c'est que la hauteur compte. Donc, si je suis au niveau du lombaire 5, c'est quand même très bas. Donc, ça se peut-tu qu'ici, j'ai pas de lésion, bien sûr. Donc, c'est possible de sortir par la racine ventrale du nerf spinal, m'en venir et bouger. Les deux bras sont corrects. Ça explique que le haut du corps n'est pas paralysé. Mais quand je vais vouloir descendre comme ça au bas, bien là, je ne me rends pas au nerf spinal avec ces deux racines ici. Donc, je ne suis pas capable d'aller plus bas. Donc, tout ce qui sera en bas de la lésion, c'est paralysé. Puis, ce qui sera en haut, ben, on pourra sortir pour aller innerver le reste. C'est la même chose en termes de sensation. Si on parle de sensation, au lieu du corticospinal, je te dirais que c'est le gracile et le cuneiforme. Les deux sont touchés. Okay? Gracile, cuneiforme, droite et gauche. Donc, on perd vraiment les sensations au niveau des jambes et des bras. Maintenant, il y a une notion de hauteur. Si je m'en viens comme ça, passe par la racine dorsale et la lésion est toujours au niveau de la moelle épinière lombaire 5, on est quand même bas, je ne monte pas ici. Donc, tu parles de la sensation des jambes, mais ce qui s'en vient du bras ici, droit ou gauche, je passe par ici, je suis en haut de la lésion, ça marche, je m'en viens fermer le cerveau, il n'y a pas de problème. Donc, cette hauteur-là est importante aussi. Okay? Puis c'est pour ça que pour moi, des fractures des vertèbres cervicales, de certains points de vue, c'est bien plus grave qu'une lombaire en termes de fonctionnement, parce que plus que ta lésion va être haute, moins que je vais avoir d'espace, tu vas peut-être juste sortir ici parmi les premiers nerfs cervicaux, là, 2, 3, 4, exemple, pour tourner la tête à gauche ou à droite, mais ton bras, ta jambe va être paralysée. Donc, suite à un accident de moto, exemple, ça explique que 5 accidents de moto, 5 patients, il y en a un qui est complètement paralysé, puis il clique juste des yeux, puis il n'y a plus de sensation, puis que l'autre, il bouge les jambes. Il ne bouge pas les jambes, mais les bras bougent. C'est juste la hauteur de la moelle épinière, de la lésion, si vous voulez, au niveau de la moelle épinière qui va expliquer ça. Donc ça, c'est une autre notion importante pour moi. Et là, avec tout ça, bien, vous êtes capable d'expliquer à peu près tout ce qui peut se passer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne étude. Ça a l'air compliqué, regardez ça. Je suis certain que la moitié d'entre vous, ou peut-être plus, vous avez la tête lourde. Moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre ça relax. Vous fermez ça. Changez d'idée un petit peu et vous allez revenir avec un papier crayon et commencez l'étude au début de la capsule, là, comme il faut. Puis quand c'est maîtrisé, puis vous n'êtes pas pire, là, prenez un papier, crayon et refaites ces exemples-là. Et faites-vous-en, c'est toujours les mêmes questions, je ne peux pas vous en demander d'autres, mais de mémoire, testez-en. OK, je vais briser ça. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça serait sensitif ou pas? Ça serait paralysé ou non? As-tu des réflexes ou pas? Toujours les trois mêmes questions. Puis, brisez le cerveau, la racine dorsale, ventrale. Essayez pas d'apprendre par cœur. Je veux pas de ça. Je veux vraiment que vous le visualisez. Puis, selon votre dessin, est-ce que vous êtes capable d'arriver à la vraie conclusion? Puis là, avec ce que je viens de vous faire, c'est un peu comme un corrigé. Vous réécoutez la capsule ou vous l'écrivez dans vos notes de cours, puis vous regardez si vous arrivez aux bonnes conclusions ou non. Si vous faites ça, vous allez voir, c'est très, très simple. Puis il y a des très bonnes chances que je revienne là-dessus à l'examen, c'est sûr et certain. C'est des notions essentielles pour du soin infirmier de mon point de vue. Donc, voilà. Puis toujours, si vous avez de la misère, ben je peux vous répondre par Mio, bien sûr. Donc, bonne étude. On se revoit dans la prochaine capsule.